Alors, euh, on évoque le salafisme que l'on décrit comme violent par nature, alors que les services américains le définissent comme un courant largement non violent dans l'islam. Citation. Alors, Pierre Conessa montre à quel point le salafisme violent fait des ravages aussi. Les services américains n'épargnent-ils pas, délibérément un allié utile contre leur bête noire qu'est l'Iran? Alors, aujourd'hui, il est évidemment de bon ton d'expliquer le terrorisme par ce fondamentalisme, radicalisme religieux. Il joue incontestablement un rôle là-dedans, mais il joue en fait un rôle beaucoup plus secondaire qu'on veut bien le dire. Comme je l'ai dit, l'élément central du terrorisme, c'est nos actions à l'étranger, au Moyen-Orient en particulier, ou contre des musulmans, si vous voulez. C'est ça qui fait comment dire, l'épine dorsale des raisons, des motifs pour le terrorisme. Euh, comment dire, nos actions à l'étranger ont eu le double effet de créer une résistance physique, matérielle, violente, sur place, mais aussi à créer une sorte de, comment dire, on a créé une sorte de repli communautaire chez nous, parce que les gens se sentent quelque part un peu solidaires, même s'ils n'acceptent pas la violence, de nouveau, c'est important de le dire, même s'ils n'acceptent pas la violence, ils ont une sympathie pour ceux qui se battent. Ils n'acceptent pas nécessairement nos actions à l'étranger. Les musulmans en général, je parle maintenant en général, ils n'ont pas nécessairement une vue, un regard positif, une lecture positive de nos interventions. Ils voient que c'est quelque chose qui détruit plus qu'elle ne construit. C'est d'ailleurs un fait. Donc, à partir de là, il y a un resserrement. Et quand vous ajoutez à ça d'autres éléments qui alors sont sociaux, sociétaux, on crée finalement une sorte de radicalisme. Le radicalisme se crée presque de lui-même. Et en fait, on n'a jamais vraiment essayé de comprendre ce qui se passait en réalité. On a toujours voulu l'expliquer à notre manière pour que ça corresponde à notre narratif. Mais on n'a pas essayé de l'expliquer dans le but, on a essayé de l'expliquer dans le but de justifier ce qu'on fait, mais pas dans le but de résoudre le problème. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait le dire. Vous voyez l'exemple du Burkini, par exemple. C'est un exemple assez intéressant parce que le Burkini, d'abord, c'est quelque chose qui a été créé par une Australienne, musulmane certes, mais pas du tout radicalisée, rien du tout. En Australie, ils ont un problème de cancer de la peau qui est endémique, si vous voulez. Donc, ils font déjà pour tout le monde des tenues contre le soleil pour que les gens puissent aller à la plage et se baigner sans être affectés par le soleil, parce que c'est un énorme problème de santé publique chez eux. Et dans cette perspective, il y a une musulmane qui a fait un petit peu par plaisanterie quelque part, le burkini. Mais qui n'avait pas une vocation religieuse du tout, une vocation simplement protection des UV, point barre. Et d'ailleurs, en Australie, il y a beaucoup de femmes non musulmanes qui ont acheté des burkinis. Et chez nous, on se rappelle le psychodrame que ça a créé, où on a vu de la radicalisation, etc. Et ce qui était très amusant à l'époque, donc en 2016-2017, quand il y a eu cette polémique, c'est que les extrémistes islamistes étaient contre le burkini aussi. Parce que pour eux, les femmes n'ont rien à faire sur une plage. Donc, vous voyez, et ça montre comment
nous ajustons nos propres manières, notre propre lecture des choses, on essaye de l'appliquer sur les autres et on s'aperçoit qu'on tombe en porte-à-faux. Et c'est exactement ce qui s'est fait avec le Burkini. Finalement, on n'aurait rien dit, ça n'aurait pas du tout encouragé les radicalisations parce que ceux qui sont radicaux, leurs femmes ne vont pas sur la plage, point barre, tout simplement. Donc là, on essaye d'expliquer les choses avec notre logique. Et ce n'est pas comme ça qu'on résout le terrorisme. Le terrorisme, il se résout en comprenant la logique de l'adversaire. C'est comme ça qu'on gagne les guerres, c'est en comprenant la logique de l'ennemi. C'est depuis, enfin bien avant Napoléon, on savait ça. Déjà, les théoriciens romains et chinois encore bien avant ont théorisé le fait qu'il fallait connaître la manière de penser de l'adversaire pour ensuite pouvoir le vaincre. Or, nous faisons l'inverse. On applique notre manière de penser à l'adversaire et on lui attribue une réflexion qui est basée sur notre manière de faire. Donc, déjà là, il y a quelque chose de... Quand la question des salafistes et des frères musulmans et tout ça, on met tout ça un petit peu dans la même sauce, parce qu'on essaye de créer des logiques, en réalité, qui soient tout sauf celle qui est la bonne, c'est-à-dire de dire, ben, finalement, si on arrêtait d'intervenir à l'étranger, le terrorisme s'arrêterait de lui-même. Et puis, si on s'occupait plus des gens à l'intérieur, c'est-à-dire, moi je ne suis pas quelqu'un qui suis favorable à une immigration forcenée. Je pense qu'il y a eu de grosses erreurs faites avec l'immigration. Mais la plus grosse erreur, ça a été probablement de faire venir des gens sans vraiment s'en occuper. Et en admettant que ces gens, simplement par le fait qu'ils soient sur le territoire français, ont accepté la sensibilité française, la manière de penser français. Et ils ont certainement des aspirations qui sont proches, et même très très proches, mais ils ont des sensibilités qui sont différentes. La société multiculturelle, elle est multiculturelle, c'est-à-dire qu'elle prend plusieurs cultures, elle prend plusieurs sensibilités, des sensibilités qui nous plaisent, des qui nous plaisent moins, mais elle doit tenir compte de ces sensibilités-là. Si on ne peut pas société multiculturelle, alors il faut être beaucoup plus rigide et beaucoup plus strict par rapport à l'immigration. Et voilà, et ce n'est pas ce qu'on a fait. Alors, on ne revient pas sur le passé. Maintenant, les choses sont ce qu'elles sont, donc il faut accepter le fait qu'on a fait venir des gens qui ont des sensibilités différentes. Et ces gens ont le droit d'avoir des sensibilités différentes. Le tout, c'est de les canaliser et de ne pas leur donner des raisons d'exploser, si j'ose dire, ou de se transformer ou de se convertir en violence, en une violence incontrôlée. Alors, il y a plusieurs phénomènes là-dedans qui viennent, parce que quand on parle de violence avec, de nouveau, ces problèmes communautaristes se mélangent avec le terrorisme, parce qu'il y a les problèmes sociétaux et sociaux qui conduisent vers de la criminalité, de la petite criminalité, mais souvent même de la grande criminalité, des gangs, les trafics de drogue, etc. Parce que quand vous êtes à l'écart de la société, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans toutes les sociétés, la mafia sicilienne, à l'origine, c'est une organisation de révolte populaire contre les propriétaires terriens. C'est ça l'origine de la mafia. Ce n'est pas une organisation à la base criminelle, c'est une organisation pour des collectifs de citoyens ou de paysans contre les grands propriétaires terriens. Voilà, c'est ça la mafia. Le problème, c'est qu'étant marginalisés, étant criminalisés, n'ayant plus accès à l'économie normale, si j'ose dire, eh bien, ils s'engagent dans l'économie parallèle. Quand vous voyez le développement, et on le voit très très bien d'ailleurs quand vous voyez les films Le Parrain, les trois films, on voit très très bien ce mécanisme aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Et vous avez les mafias polonaises, les mafias russes aux États-Unis, c'est la même chose, parce que ces populations qui sont arrivées et qui n'ont pas eu
qui n'ont pas, si vous voulez, les conditions sociales n'ont pas rencontré leurs espérances. Donc, ils se sont organisés dans des marchés parallèles, dans des économies parallèles qui sont presque, pas automatiquement, mais très souvent criminelles. Et ça crée de la criminalité organisée. On a eu le même phénomène en France, c'est exactement le même phénomène. Quand les gens ne peuvent pas s'insérer dans l'économie normale, eh bien, il se crée cette économie parallèle parce que les gens, en définitive, doivent finalement vivre, etc. Et donc, on s'engage dans ça commence par des petits larcins et puis on arrive, c'est exactement les mêmes mécanismes qui sont décrits dans les films Le Parrain, qui sont finalement un bon exemple de la manière dont se développe une criminalité organisée sur la base simplement de sociétés qui ne se rencontrent pas, des parties de société qui ne se rencontrent pas. C'est exactement ce qui s'est passé en France. Alors, là, il y a un développement sociétal qui débouche sur des phénomènes communautaristes, du coup, mais pas nécessairement sur le terrorisme. Le terrorisme, c'est un apport différent qui vient, comme je l'ai dit, de nos interventions. Maintenant, les questions de salafisme, de nouveau, l'identité des musulmans, elle est souvent, chez les musulmans, d'une manière générale, les gens se sentent plus souvent d'abord musulmans que algériens ou marocains, etc. C'est ça leur point commun, c'est ça leur définition identitaire, si vous voulez. Donc, automatiquement, le point de rencontre de tout ça va être bien davantage la religion. C'est autour de ça qu'ils vont se rencontrer. C'est pas tellement autour. D'ailleurs, les deuxième et troisième générations n'ont plus les souvenirs du bled pour se réunir. C'est plus leur héritage commun. L'héritage commun, c'est aujourd'hui la religion. Donc, et le problème, c'est qu'on a laissé ça se développer. Mais le salafisme en soi n'est pas violent. Simplement, il permet une cristallisation d'autres problèmes qu'on n'a pas soigné, qu'on n'a pas traité à la base. Donc voilà pourquoi ce que disent les services de renseignement américains est juste. Le salafisme est très largement non violent dans son ensemble. Mais à partir du moment où toutes les conditions extérieures n'ont pas été traitées, évidemment il entre dans les catalyseurs possibles d'une radicalisation. Colonel, je vous remercie pour ces réponses très éclairantes. Merci à vous de nous avoir accordé du temps et j'espère C'est un plaisir de vous interviewer à nouveau. Très volontiers.